Tout le monde doit faire des sacrifices. Delphine Morel fixait l'autre côté de la table en verre, tapotant l'écran de sa tablette du bout de ses ongles manucurés. Votre package n'est plus compétitif. Nous allons réduire la rémunération fixe de 40 et revoir entièrement le système de commission. Je m'appelle Marc Delattre, 48 ans, les cheveux poivre et sel depuis mes 30 ans. Pendant 15 ans, j'ai été directeur commercial chez Menuiseries de la Cour, un fournisseur d'agencement professionnel basé à Strasbourg. Ma carte de visite portait le titre de directeur commercial. Mais en réalité, j'étais celui qui faisait tourner la boutique. Je gérais personnellement nos 10 plus gros comptes. Ce n'était pas que des clients. C'était des relations nouées au fil de milliers d'appels, de dizaines de repas d'affaires et de 15 années à résoudre les problèmes avant même qu'ils ne surgissent. Je connaissais les prénoms de leurs enfants, leurs scores au golf, leurs destinations de vacances. Ils m'appelaient avant même leurs propres équipes quand quelque chose clochait. Cette nouvelle structure vise à encourager la croissance, poursuivit Delphine en me glissant un document. Tous les packages sont revus pour correspondre aux standards du secteur. Je jetai un œil à la feuille. Moins 40 sur le salaire fixe. Un nouveau système de commission qui rendait impossible d'atteindre mon niveau actuel, même avec une croissance. Réduction des avantages aussi. Delphine Morel était arrivée il y a 3 mois, après le rachat de Delacour par Groupe Bervalis. Toujours tiré à 4 épingles, tailleur signé, diplômée d'un MBA de HEC Paris. Elle avait passé ses premières semaines à éplucher des tableaux Excel et à enchaîner les réunions à huis clos avec les cadres du groupe. Je savais ce qu'elle voyait en moi, un salarié trop cher, d'un autre temps, un homme qui devrait déjà se réjouir de ne pas avoir été écarté plus tôt. « Quel est le calendrier de mise en œuvre » demandai-je calmement. « Immédiat » répondit-elle avec un sourire crispé. « Il faut que tout le monde soit aligné avec la nouvelle stratégie. » Je refermai le dossier, me levai et tendis la main. « Merci pour votre franchise. » Son sourire vacilla. Elle s'attendait à des protestations, une négociation, voire une certaine panique. Elle n'eut droit qu'à une poignée de main et à un départ mesuré. Plus tard dans l'après-midi, je l'aperçus depuis son bureau, m'observant pendant que je rangeais quelques effets personnels dans un carton. Rien d'excessif, une photo de mes filles lors de leur remise de diplôme, un stylo gravé offert par un client fidèle, un vieux trophée de vente. En quittant les lieux, je saluai Benoît Arnaud, notre directeur financier. Il était là depuis le tout début. Son regard en disait long. Ce n'était pas une simple question de coût. C'était une décision ciblée. Dans le parking, je ne claquai aucune portière. Je posai le carton dans le coffre, ajustai mon rétroviseur et repartis. Avec moi, je venais d'emporter 15 ans de relations commerciales que Delphine venait d'offrir à la concurrence sur un plateau. J'avais bâti ce service commercial pierre par pierre. En 2010, quand j'ai rejoint Delacour, nous étions un acteur régional réalisant à peine 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. L'an dernier, mon équipe atteignait les 68 millions, dont plus de 11 millions provenaient de mes propres clients. Mon père tenait un petit atelier d'ébénisterie à Besançon. Il m'a tout appris, le bois, les assemblages, les finitions. À 16 ans, je savais déjà manier la raboteuse et lire un plan. Après des études en commerce à Dijon, j'ai enchaîné quelques postes dans la vente avant de trouver ma place chez Delacour. Là, tout s'est aligné. Je connaissais les produits, j'en parlais avec passion. Je pouvais discuter technique avec un architecte et négocier un tarif avec un acheteur dans la même réunion. Alain Delacour, le fondateur, avait vu ce que je valais. « Tu ne vends pas juste du bois, » disait-il. « Tu vends de la confiance. » Il m'a laissé carte blanche pour structurer le département. J'ai recruté des jeunes motivés et je leur ai transmis ce qu'Alain m'avait appris. La relation passe avant la transaction. Quand Alain a vendu Delacour à Bervalis l'an dernier, j'étais inquiet, mais pas abattu. Les rachats font partie du cycle. J'avais déjà traversé d'autres tempêtes. Mais les premiers signaux sont vite apparus. Le nouveau PDG venait du secteur pharmaceutique. La nouvelle directrice marketing voulait réinventer notre présence digitale. Puis est arrivée Delphine, avec ses slides glacés sur l'optimisation des ressources. D'abord, de petits ajustements. Budget déplacement réduit. Validation multiple pour inviter un client à déjeuner. Mes réunions hebdomadaires avec la direction sont devenues mensuelles. Puis,
uniquement en cas de besoin. On rationalise, m'a-t-elle expliqué lors d'un rendez-vous. Ce n'est rien de personnel. Mais ça l'est devenu quand elle a commencé à appeler mes comptes stratégiques sans même me mettre en copie. Quand elle a remis en cause des conditions tarifaires que j'avais négociées pour fidéliser nos clients au fil des années. Quand elle a déclaré que mon équipe avait besoin de perspectives neuves et qu'elle a nommé 2 de ses anciens collègues comme nouveaux responsables régionaux. Benoît m'avait glissé discrètement pendant notre dernier comité budgétaire. Ils examinent de près la structure des commissions, m'a-t-il dit à voix basse, les yeux vers la porte, particulièrement les dispositifs hérités. Et j'étais le dernier représentant de ces anciens dispositifs. Une semaine avant cette fameuse réunion finale, j'ai aperçu Delphine Morel déjeunant avec Clara Renaud, la dernière personne que j'avais recrutée. Elles étaient penchées l'une vers l'autre, parlant à voix basse. Quand je suis entré dans le restaurant, Clara a baissé les yeux sur son assiette, tandis que Delphine m'a adressé un petit signe de la main, comme si ma présence n'était qu'une agréable coïncidence. Plus tard, Clara a évité mon regard quand je lui ai demandé ce qu'était ce déjeuner. « Juste une prise de contact avec l'équipe ?» a-t-elle marmonné. À ce moment-là, j'ai compris. Pas encore les détails, mais la direction générale des choses. Ce soir-là, après l'annonce de Delphine, je suis resté assis dans mon bureau à la maison, contemplant les rapports commerciaux des 10 dernières années. 15 ans de croissance continue. 15 ans à bâtir Menuiserie de la Cour en acteur majeur du secteur. 15 ans de loyauté balayés d'un revers de main. Votre package est obsolète. Mon téléphone a vibré. Un message de Franck Lemaître, directeur des achats chez Commerce du Bois, notre plus gros client. J'ai entendu parler de gros changements chez Delacour. Tout va bien? Appelle-moi. Franck et moi travaillions ensemble depuis 12 ans. Je l'avais soutenu pendant 2 restructurations, son divorce et les dossiers de bourse pour son fils. On n'était plus de simples partenaires professionnels. On était devenus amis. Je me suis servi 2 doigts de Bourbon et l'ai appelé. « Marc, » me répondit-il aussitôt, « qu'est-ce qui se passe chez vous ? J'ai reçu un appel d'une femme disant qu'elle prenait le relais sur notre compte. Ce doit être Delphine Morel, notre nouvelle directrice commerciale, dis-je calmement. Elle a commencé à parler de revoir nos conditions tarifaires et d'introduire un nouveau système de gestion fournisseur. La voix de Franck s'est tendue. On a un contrat, Marc, et des procédures qui fonctionnent. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne à gérer mes fournisseurs. J'ai pris une gorgée lente, laissant planer un silence significatif. Marc, dit-il plus bas, tu restes ou pas ? Parce que si tu pars, il faut qu'on parle. À cet instant, tout s'est éclairci. Ma valeur ne résidait ni dans mon titre, ni dans mes chiffres. Elle était dans ces 15 années de confiance. 15 années à résoudre des problèmes plutôt qu'en créer. 15 années de relations qu'on ne remplace pas avec un tableau Excel. J'évalue mes options, dis-je prudemment. Alors évalue celle-ci. Si tu trouves un autre poste, appelle-moi avant que je sois obligé de gérer Barbie Harvard encore une fois. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et rédigé un brouillon d'email à Daniel Hirsch, directeur chez Groupe Marcenat Fourniture, une entreprise que j'avais rencontrée l'an passé lors d'un salon à Lyon. Il m'avait alors dit qu'ils cherchaient à développer leur division agencement professionnel. Je n'ai pas envoyé le message tout de suite. Je l'ai enregistré en brouillon. Le lendemain matin, j'ai reçu 3 autres appels de clients, tous inquiets. Delphine avait déjà commencé à prendre contact, déjà commencé à tout chambouler, sans comprendre les relations en jeu. Je suis retourné une dernière fois au bureau pour vider définitivement mon poste. Pendant que je rangeais, Benoît Arnault m'a discrètement glissé un papier plié. « Tes chiffres de rétention client », dit-il doucement, « et leur volume d'achat annuel moyen. Ça pourrait te servir ?» J'ai hoché la tête. Je savais ce qu'il voulait vraiment me dire. Lui, il savait ce que je valais, même si Delphine, elle, ne le voyait pas. Cet après-midi-là, j'ai finalisé ma lettre de démission, envoyé l'email à Daniel chez Marcenat et appelé mon avocat pour revoir ma clause de non-concurrence. J'ai confirmé ce que je soupçonnais. Elle s'appliquait aux produits, pas aux clients. Je ne pouvais pas vendre des produits concurrents pendant 6 mois, mais rien ne m'empêchait de maintenir mes relations commerciales. Je n'étais plus en colère. J'étais concentré, lucide.
Il y a une vraie force dans le fait d'être sous-estimé, d'être considéré comme dépassé. Cela signifie qu'ils ne vous voient pas venir, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai passé 2 semaines à étudier mes options avant d'accepter la proposition de Daniel Hirsch. Le poste était taillé sur mesure, directeur du développement commercial, avec une totale autonomie pour bâtir ma propre division. On veut ton expérience, Marc, m'a-t-il dit lors de notre dernier entretien. Tu sais ce qui fonctionne dans ce métier? Pas besoin de réinventer la roue. Le lendemain, j'ai appelé Delphine pour lui parler de ma démission et du plan de transition. J'ai proposé de rester 2 semaines pour assurer un passage de relais fluide. Ce ne sera pas nécessaire, a-t-elle répondu froidement. Nous avons déjà contacté tes clients. Clara se chargera de la reprise. Ces relations sont complexes, ai-je tenté de lui expliquer. Chaque compte a ses spécificités, ça prend du temps. Nous avons toutes tes notes dans le CRM, m'a-t-elle coupé. Et pour être franche, ta méthode était un peu datée. Nous mettons en place une stratégie client plus orientée data. J'aurais pu argumenter. Mais à quoi bon? Elle avait décidé de mon sort dès le premier jour. Le service RH va traiter ton départ, a-t-elle conclu. Merci de restituer tout le matériel de l'entreprise avant la fin de la semaine. 3 jours plus tard, je déjeunais avec Franck. Il n'avait toujours pas rappelé Clara. Delphine avait fini par remonter jusqu'à son directeur général. Ta remplaçante m'a envoyé un questionnaire de satisfaction client avec 48 questions, m'a dit Franck Lemaître, en secouant la tête. Ensuite, elle a enchaîné avec une présentation sur leurs nouveaux indicateurs de succès client. Moi, je n'ai pas besoin d'indicateurs. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend notre métier. J'ai hoché la tête sans commenter. Je n'allais pas dire du mal de menuiserie de la cour. Et toi, tu vas où? Demanda-t-il franchement. J'intègre Groupe Marcenat Fourniture comme directeur du développement commercial. Il a haussé un sourcil. Intéressant. Ils essaient de décrocher notre compte depuis des années. J'ai bu une gorgée d'eau. Je commence dans 2 semaines. Franck a glissé sa carte de visite de l'autre côté de la table. Appelle-moi quand tu seras installé. Le lendemain, j'ai reçu une lettre recommandée du service juridique de Delacour. Elle me rappelait mes obligations de non-concurrence et m'interdisait toute tentative de sollicitation des clients de l'entreprise. La lettre listait, un par un, tous les comptes majeurs que j'avais gérés. L'après-midi, mon téléphone a sonné. C'était Harold Lang, PDG de Bâtiment Northwell, l'un de nos 10 plus gros clients. « Marc, mais qu'est-ce qui se passe? Cette nouvelle-là, elle essaie de changer nos conditions de paiement. Elle prétend que notre structure de compte doit être optimisée. On est en paiement à 45 jours depuis plus de 10 ans. Je ne suis plus chez Delacour, ai-je répondu calmement. Oui, je m'en suis douté quand elle a appelé. Et toi, t'as atterri où? Je lui ai résumé ma nouvelle fonction chez Marcenat. Il m'a interrompu avant même que je ne termine. Il propose les mêmes gammes de produits, non? Très similaires, oui. Parfait. Appelle-moi lundi. On doit parler options. Avant la fin de la semaine, j'avais reçu 5 autres appels dans le même ton. Chacun se plaignait des méthodes de Delphine, posait des questions sur ma nouvelle entreprise, me demandait de les recontacter une fois en poste. Je n'avais démarché personne. C'était eux qui venaient envers moi. Le dernier jour officiel de mon contrat, Delphine m'a appelé sans prévenir. « Il paraît que tu es en contact avec des clients de Delacour, » dit-elle d'un ton sec. « J'ai parlé à quelques personnes, oui. Beaucoup sont devenus des amis après 15 ans. Ce sont des relations commerciales confidentielles. Toute tentative de les détourner serait une violation de ton accord de départ. » « Je connais mes obligations, ai-je répondu d'un ton neutre. « Bien, lança-t-elle sèchement. La dernière chose que tu veux, c'est une procédure judiciaire avec les avocats de Bervalis. Une fois l'appel terminé, j'ai transféré l'enregistrement à mon avocat, le même qui m'avait confirmé que ma clause de non-concurrence ne concernait que la vente de menuiserie pendant 6 mois. Rien ne m'interdisait de vendre d'autres fournitures de chantier aux mêmes clients via Marcenat. Et rien n'empêchait ces clients de me suivre. Delphine venait de révéler sa première vraie peur. Elle commençait à comprendre l'impact de m'avoir poussé dehors. Mon premier jour chez Marcenat a été riche de révélations. On essaie de percer sur le marché de Delacour depuis des années, m'a avoué Daniel Hirsch lors de notre réunion du matin.
Ton prédécesseur a mis 18 mois à tenter de décrocher commerce du bois, sans jamais dépasser le service achat. Franck Lemaître ne fait pas facilement confiance. Je confirme. Daniel s'est penché vers moi. Ce que je ne comprends pas, c'est comment Delacour a un taux de fidélisation client de 95, quand la moyenne du secteur tourne autour de 72. Quel est leur secret? J'ai failli éclater de rire. Ce n'est pas un secret, c'est les relations humaines, ai-je expliqué. Quand Alain Delacour dirigeait l'entreprise, il savait que les contrats peuvent faire tenir les clients sur le papier. Mais ce sont les liens personnels qui les gardent fidèles quand un concurrent arrive avec un meilleur prix. Daniel a hoché lentement la tête. Et la nouvelle direction ne comprend pas ça. Pour eux, ces relations sont inefficaces. Delphine veut des systèmes automatisés, pas des appels téléphoniques. Avant que je ne continue, mon assistante m'a interrompu pour un message urgent. Benoît Arnault, directeur financier chez Delacour, voulait me voir. Nous nous sommes donné rendez-vous dans un bar discret du centre de Strasbourg en fin de journée. Benoît paraissait nerveux, regardant par-dessus son épaule. « Je ne devrais pas être là, dit-il d'emblée. »« Mais tu y es, répondis-je en commandant 2 verres. Il a glissé une pochette vers moi. « Réunion du conseil d'administration hier. Je me suis dit que tu devrais voir ça. » À l'intérieur se trouvait la présentation stratégique trimestrielle de Delphine. Les premières pages étaient all classiques. Projection, marketing. Puis, je suis tombé sur le passage crucial. Stratégie de transition des comptes de Delattre. Le plan décrivait comment transférer mes anciens clients vers Clara et 2 nouveaux gestionnaires. Il incluait des scripts de réponse aux objections et un calendrier de reprise relationnelle. Mais ce qui m'a vraiment arrêté, c'est la projection financière, 17,3 millions d'euros. Pas 11, comme je l'avais toujours estimé. Presque 24 du chiffre d'affaires total de Delacour. Ils ne t'ont jamais dit ce que valait réellement ton portefeuille, dit Benoît à voix basse. Alain savait, mais après le rachat, il haussa les épaules. Pourquoi tu me montres ça? Il prit une longue gorgée. Parce que ce qu'ils font est injuste, et parce que Delphine est déjà en train de rater ses prévisions. Elle a dit au conseil que c'est une perturbation temporaire. Mais les chiffres ne mentent pas. Il tapota le dossier. Elle a déjà perdu Northwell, non? Je ne confirmais rien. Ce n'était plus à moi de commenter les décisions des clients. Ça ne va faire qu'empirer, poursuivit-il. Elle applique une hausse tarifaire sur tous les anciens comptes le mois prochain. Le conseil l'a validé, sur la base de son analyse que nous sous-facturions depuis des années. Alors, je compris. Delphine ne m'avait pas poussé dehors juste pour réduire les coûts. Elle voyait mes relations comme un frein à sa stratégie agressive de rentabilité. Sans moi, elle pouvait augmenter les prix, modifier les conditions, imposer ses systèmes en sacrifiant ce que j'avais mis 15 ans à bâtir. Et il y a autre chose, ajouta Benoît, baissant la voix. Ils sont en train d'auditer tes notes de frais sur les 3 dernières années. Ils cherchent une faille, un prétexte. Ils ne trouveront rien. Je le sais, mais ils veulent construire un récit. Si les clients commencent à partir, il leur faudra un coupable. Avant de partir, il hésita. Je mets à jour mon CV. Je me suis dit que tu devrais le savoir. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un étrange calme. Je ne découvrais pas seulement ce que pensait Delphine Morel de moi. Je découvrais ce que Menuiserie Delacour pensait de moi depuis longtemps. Ma valeur était évidente dans les chiffres, mais jamais reflétée dans ma rémunération. Ils avaient profité de mes relations tout en planifiant discrètement comment en tirer plus de marge une fois que je ne serais plus là. Le vrai problème, ce n'était pas que Delphine m'ait sous-estimé. C'est que Delacour m'avait sous-évalué pendant des années. 2 mois après mon arrivée chez Groupe Marcenat, j'avais trouvé mon rythme. Mon bureau donnait sur le centre-ville de Strasbourg, et j'avais constitué une petite équipe prometteuse de 2 jeunes commerciaux que j'avais personnellement sélectionnés. Je n'avais sollicité aucun de mes anciens clients. Je n'en avais pas besoin. C'est eux qui venaient à moi. D'abord Harold Lang, de Bâtiment Northwell, qui m'a appelé le lendemain de l'augmentation de prix décidée par Delacour. 14 de hausse sans aucun avertissement, pesta-t-il. Est-ce que Marcenat peut nous proposer les anciens tarifs? Nous avons pu,
Et nous avons même ajouté des services à valeur ajoutée que Delacour n'avait jamais proposés. Ensuite sont venues les constructions Westerly, des promoteurs régionaux, puis BTP Moderne Alsace. Tous avaient les mêmes doléances: hausse de prix imprévue, nouvelles politiques rigides, services impersonnels. À la fin du deuxième mois, 4 de mes anciens clients du top 10 avaient transféré leur activité chez Marsena. J'ai veillé à ce que chaque transition soit parfaite. Mon équipe a travaillé les week-ends pour assurer des premières livraisons irréprochables. Je me suis rendu moi-même sur les chantiers pour vérifier les livraisons. Très vite, le bouche à oreille s'est répandu dans le secteur. Suivre Marc Delattre chez Marsena signifiait meilleur service, meilleur prix. Puis mon téléphone a sonné. C'était Delphine. « Il faut qu'on parle », dit-elle, la voix tendue, le ton inhabituellement inquiet. Nous avons convenu d'un rendez-vous dans un café proche de mon nouveau bureau. Elle était déjà installée, un café à moitié vidé devant elle. « Ça doit s'arrêter », lança-t-elle sans détour. « Quoi donc ? » ?»« Ne fais pas l'innocent. Tu es en train de nous voler nos clients. » Je remuais doucement mon café. Je n'ai sollicité aucun client de Delacour. Elle haussa le ton, puis se ravisa. 4 comptes majeurs ont quitté Delacour en 8 semaines. Tous t'ont mentionné nommément. Les clients prennent leurs propres décisions. Elle se pencha en avant. On peut faire ça facilement. Ou difficilement, Marc? Facilement, tu te retires, et on évite une procédure pour rupture de contrat. Il n'y a aucune rupture, répondis-je calmement. Ma clause de non-concurrence m'interdit de vendre de la menuiserie pendant 6 mois. La division fourniture de Marsena ne concurrence pas directement Delacour. Son regard se durcit. Tu exploites une faille? Je respecte exactement les termes d'un contrat rédigé par vos avocats. Peut-être aurait-il dû être plus précis. Elle baissa la voix. Le conseil commence à poser des questions. Sur la rétention client, sur nos projections de chiffre d'affaires. Il me semble que ce sont des problèmes internes à Delacour. Elle essaya une autre approche. Que veux-tu? Un contrat de consultant? Une prime pour ne pas approcher certains comptes? J'ai failli rire. Elle n'avait toujours pas compris. Je ne veux rien d'autre que faire mon travail correctement, dis-je en me levant. Le reste suivra naturellement. Le lendemain, Franck Lemaître m'appela. Le contrat triennal entre Commerce du Bois et Delacour arrivait à échéance. On lance un appel d'offres, dit-il. Delphine me harcèle. Elle a proposé de battre toute offre concurrente de 5. C'est une bonne offre. Vraiment? Parce que je ne regarde pas que le prix, Marc. J'ai besoin de quelqu'un qui comprend notre métier. Quelqu'un qui décroche à 19h quand un chantier dérape. 2 semaines plus tard, Dubois attribua à Marsena un contrat de fourniture de 2 ans, à 4,2 millions d'euros par an. Un contrat majeur qui fit même parler dans la presse spécialisée. Le même jour, j'ai reçu un mail de Benoît. Il contenait simplement le transfert d'un message interne de Delacour annonçant que Delphine Morel était repositionnée sur des initiatives de développement stratégique, en attendant la nomination d'un nouveau directeur commercial. Je n'ai pas répondu. Je n'ai contacté personne chez Delacour. Je me suis contenté de transférer le contrat signé de Dubois à Daniel Hirsch avec une simple note, premier d'une longue série. Objectif: 20 millions de nouveaux comptes d'ici la fin de l'année. La machine était en marche, et Delphine commençait tout juste à comprendre le véritable prix de son erreur. Sur l'écran mural de la salle de réunion s'affichait notre rapport de performance trimestrielle. 13,7 millions d'euros de nouveaux contrats, avec une projection à 22 millions d'ici la fin de l'année. 8 de mes anciens 10 principaux comptes chez Delacour nous avaient suivis chez Marsena. Daniel Hirsch entra avec une bouteille de champagne à la main. « Le conseil vient d'approuver ton plan d'expansion », annonça-t-il. « Du personnel supplémentaire, un budget marketing augmenté, tout ce que tu avais demandé. » On distribua les coupes quand mon téléphone vibra. Un message de Benoît. Conférence des résultats T3 de Delacour dans 30 min. Tu devrais écouter. Je quittais la salle pour me connecter à l'appel. Le nouveau PDG de Delacour, Raymond Perret, avait la voix tendue en s'adressant aux investisseurs. Bien que nous anticipions des perturbations suite à notre restructuration stratégique, les ventes ont été en deçà des projections. Nous avons constaté une perte inattendue de clients dans notre division commerciale. Un analyste l'interrompit. «
Pouvez-vous chiffrer cette perte? Certaines estimations parlent de 20 de chiffre d'affaires perdus sur les 2 derniers trimestres. Ces chiffres sont spéculatifs, répondit Raymond, esquivant. Nous mettons en place une stratégie agressive de fidélisation. Un autre analyste enchaîna. Est-il exact que votre plus gros client, Commerce Dubois, a récemment signé avec Groupe Marcenat? Le silence fut assourdissant. Nous sommes en discussion continue avec tous nos clients clés, finit par dire Raymond. Pendant l'appel, je reçus un email de Clara Renaud, mon ancienne recrue qui avait choisi le camp de Delphine. Objet. Des postes ouverts chez Marcenat? Je retournai à la salle de réunion, refusai la coupe de champagne que l'on me tendait. Daniel remarqua mon expression. « Tout va bien ?» « Je viens d'avoir une confirmation, répondis-je. L'après-midi même, une newsletter du secteur publia l'article. Delacour en difficulté après la perte de compte clé. L'article évoquait explicitement mon départ vers Marcenat et la migration des clients qui avaient suivi. Il citait un employé anonyme de Delacour affirmant que la direction avait fondamentalement sous-estimé la valeur de son encadrement commercial senior. Je n'eus pas besoin de dire un mot. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. 1 an jour pour jour après que Delphine m'avait annoncé que mon package était obsolète, je me trouvais dans mon nouveau bureau, désormais agrandi, en train d'examiner nos résultats annuels. Ma division avait généré 26,3 millions d'euros, dépassant toutes mes projections. Mon équipe était passée de 2 commerciaux à 11, épaulée par un service client dédié. Nous avions déménagé dans un plateau plus vaste et Daniel avait laissé entendre qu'un siège au conseil d'administration pourrait bientôt se libérer. Sur mon bureau, je gardais une photo de notre dîner de fin d'année. Des visages détendus, des sourires sincères. Une équipe qui comprenait ce que j'avais toujours su. Le business se construit sur la confiance. L'interphone sonna. Une certaine Delphine Morel est ici. Pas de rendez-vous. Je marquai une pause, puis hochai la tête. Faites-la entrer. Delphine avait changé. Moins soignée, plus fatiguée. Son tailleur de marque avait laissé place à un ensemble banal. Elle resta debout même après que je lui indiquai une chaise. « Merci de me recevoir, dit-elle. Que puis-je faire pour vous ? Je travaille désormais chez Hamilton Group, du conseil en stratégie. Je voulais avoir ton point de vue sur la politique de fidélisation de Marcenat pour un cas d'étude que je prépare. » J'eus envie de rire devant tant d'ironie. « Je crois que tu connais déjà mon approche. » Elle hocha la tête, rigide. « J'ai fait une erreur d'analyse chez Delacour. »« Tu l'as faite, oui. Le marché parle de toi comme de l'homme qui a démoli une entreprise. » Sans dire un mot. Je ne répondis pas. Elle n'était pas venue pour un cas d'étude. Elle était venue chercher une forme d'absolution ou de réconciliation. Je n'offrais ni l'un ni l'autre. Après quelques secondes de silence, elle posa sa carte sur mon bureau. « Si jamais tu veux parler tendance sectorielle. »« Merci, dis-je en me levant. Mais mes journées sont pleines, désormais. » Après son départ, je jetai un œil à la carte, puis la glissai dans la déchiqueteuse. Ce soir-là, je suis allé dîner chez ma fille, dans sa nouvelle maison. Elle venait d'être promue architecte senior dans son cabinet. « Alors, comment va le boulot, papa ?» demanda-t-elle en servant le dessert sur la terrasse. « Bien, » répondis-je simplement. « Je construis quelque chose qui va durer. » Et c'était vrai. Pas avec du bois, cette fois, mais avec les principes qui m'avaient toujours guidé. Faire le travail, tenir parole, privilégier les relations aux transactions. Au fond, Delphine m'avait offert un cadeau inattendu. Elle m'avait poussé à prouver, à moi-même et à tous ceux qui regardaient, ce que 15 années de confiance valaient réellement.